Ce qui s'est passé ici, c'est quelque chose qu'il faut quand même montrer au monde, pas seulement aux Israéliens. Nous, en Israël, voilà, c'est une crise que nous allons surmonter. Mais il faut montrer au plus de gens possible, au monde tout entier. Il faut leur montrer la vérité, ce qui s'est passé ici, ce massacre, vraiment quelque chose d'inhumain. Je ne suis pas sûr qu'un animal pourrait se comporter de la manière dont on s'est comporté ici. J'espère que le plus de gens possible vont entendre ces témoignages et vont voir ce qui s'est passé ici. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part dans le monde. On n'a jamais vu une attaque d'une telle cruauté, un tel massacre. J'étais avec mon jeune frère, on était en voiture, j'étais avec mon frère, avec un de ses amis. Vraiment, c'est par hasard, je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. On participait à la fête comme tout le monde. Et on s'est lancé sur cette route maudite, la route 232. Comme vous l'avez dit, tout le monde a été tué. En tout cas, la majorité des gens qui étaient sur cette route ont été tués, brûlés vifs. Ils ont subi des choses atroces. Et c'est Dieu, je crois, qui nous a aidés. Je n'ai pas d'autre explication, en tout cas. Donc nous participions à la fête comme tout le monde, les roquettes ont commencé, nous on habite dans le nord du pays, donc on sait ce que c'est que les roquettes, on ne s'est pas ému outre mesure, ça n'est pas quelque chose qui nous a fait paniquer, ni stresser même. Même si la plupart des gens, lorsque les roquettes ont commencé à pleuvoir, ils ont été pris de panique, ils ont commencé à vouloir fuir. Et tous ces gens-là sont remontés dans leur voiture pour partir. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai compris qu'un embouteillage allait se créer à la sortie du site. Donc il était préférable d'attendre un peu. Là aussi, c'est vraiment une intervention divine, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc on est resté 1 heure environ encore sur place, après le début des tirs de roquettes pour éviter l'embouteillage à la sortie. Mais en fait, on sait que tous ceux qui sont sortis les premiers, le Hamas les attendait sur la route et ils ont été massacrés. Et c'est cela d'ailleurs qui a créé l'embouteillage, puisque tous les gens qui sortaient se faisaient tirer dessus et les voitures étaient bloquées sur la route. Donc on a eu un bouchon en direction du nord et en direction du sud. On a compris peu à peu, c'était très difficile de croire à ce qu'on voyait, ce qu'on entendait. On entendait des gens qui nous disaient on nous a tiré dessus, on avait du mal à les croire. Ça n'était pas un scénario auquel on était capable de croire. Mon frère a fait son service militaire dans la région, il était dans le régiment Givati, donc il connaît bien les bases militaires de la région. Et on a vu d'ailleurs les gens qui s'enfuyaient vers les bases de l'armée. Et personne n'aurait pu penser, et surtout pas les soldats qui avaient fait leur service militaire dans la région, personne n'aurait pu penser que des Gazaouis auraient pu franchir la clôture et les soldats qui défendaient la clôture. C'était peut-être la frontière la plus dangereuse, peut-être pas au monde, mais en tout cas du Proche-Orient. C'était impensable que cette frontière ne soit pas bien gardée. Donc personne ne pouvait se l'imaginer. Mais peu à peu, lorsqu'on est allé sur la route, on a vu les gens qui étaient blessés. Et malgré tout ce qu'il nous disait qu'on avait lancé des grenades, qu'il y avait des tirs de Kalachnikov, de RPG, on avait encore du mal à les croire. Moi, j'étais au carrefour de BRI et je suis sorti un instant pour arrêter des voitures qui venaient du sud pour leur demander si le bouchon s'était libéré. Et il y a deux
camionnettes du Hamas qui sont sorties du kibbutz Be'eri. Et je les ai vus sortir de l'entrée du kibbutz. Je les vois, ils avaient le visage couvert, ils avaient des bandeaux du Hamas, ils avaient leur kalachnikov. Ils étaient armés jusqu'aux dents et ils ont dirigé leurs armes vers moi et ils ont ouvert le feu. J'avais encore j'ai du mal à croire. J'avais du mal à croire que c'était la réalité. Les balles sifflaient autour de moi, je voyais des gens qui étaient tués et malgré tout cela, j'avais encore du mal à le croire. Donc je pense que tous ceux qu'on a croisés en chemin, on a demandé de l'aide, ils pensaient qu'on était complètement fous. Quand on leur a raconté ce qui se passait, on est arrivé jusqu'à Netivot. Les gens nous regardaient comme si on était tombés du ciel. Ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il y a eu des roquettes, d'accord. Et j'ai demandé à des soldats, des policiers de me donner une arme. Et ils n'ont pas réagi, ils pensaient que c'était une situation comme on devait réagir à l'ordinaire. Ils m'ont demandé mon permis de port d'armes, mais eux non plus ne sont pas allés combattre. Personne ne savait, je ne les accuse pas, personne ne comprenait ce qui se passait. La plupart des gens se sont réfugiés dans les abris, ils se sont couchés par terre dans ces abris qui sont au bord de la route. Et mon frère et son ami voulaient faire cela. C'était effectivement, cela semblait la chose la plus logique à faire. Mais je leur ai dit, on ne sort pas de la voiture, on n'entre pas dans les abris, c'est un piège mortel. Donc on a été en mouvement, en permanence, sans s'arrêter. On a roulé sans s'arrêter. Donc on nous avait tiré dessus déjà pas mal de fois, on avait compris ce qui se passait. Et on a décidé, on a vu des barrages de police. Et j'ai dit à mon frère, passe-moi le volant, je suis prêt à franchir n'importe quel barrage, mais on va avancer. On va avancer. Et effectivement, on a forcé 5 barrages, on roulait dans le mauvais sens. On a tout fait juste pour s'éloigner le plus rapidement possible. Malgré les cris des policiers, on a refusé de s'arrêter. On a aussi ramassé quelques blessés en route. Mais voilà, l'idée c'était de continuer à être en mouvement et de ne pas s'arrêter pour sortir du secteur où on avait compris que c'était dangereux.